Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui nous allons parler de Louise Bourgeois et la mettre en relation avec le film Et demi de Denis Villeneuve. Bien, commençons par Louise Bourgeois. Alors Louise Bourgeois a une reconnaissance assez tardive. Pourtant, elle est aujourd'hui reconnue comme une des plus grandes influences du XXe siècle. C'est un artiste assez inclassable, touche à tout, et son œuvre est composée notamment d'araignées monumentales, de femmes maison et d'éléments phalliques qui interrogent la place des femmes dans l'espace domestique. Donc il y a une vraie porosité entre l'homme et la femme, et sa source d'inspiration principale reste sa vie personnelle. Elle a inspiré notamment toute une nouvelle génération d'artistes, tels que Sophie Calle ou encore Christian Boltanski. Elle est née en 1911, et elle est née au sein d'une famille qui restaure notamment des tapisseries anciennes. Donc dès le plus jeune âge, elle va notamment faire beaucoup de travail manuel et aider donc ses parents dans l'atelier familial. Par contre, très jeune, elle finit par se rendre compte d'une liaison adultère qu'entretient son père avec sa gouvernante. Ça va être un événement particulièrement traumatique. Mais cet événement va notamment aussi être une grande source d'inspiration pour son travail à venir. Louise Bourgeois est particulièrement douée avec les maths. Elle rejoindra d'ailleurs l'école de la Sorbonne. Mais c'est en 1933 qu'elle finira par rejoindre l'école Beaux-Arts de Paris. Elle côtoiera alors différents ateliers et salons, et se liera notamment d'amitié avec des artistes tels que Fernand Léger ou André Lotte. En 1936, elle rejoindra à ce moment-là l'école du Louvre. En 1938, elle épousera l'historien d'art Robert Goldwater. Elle le rejoindra alors aux États-Unis. Elle va essayer pendant un moment à essayer de rejoindre le mouvement des surréalistes, mais André Breton s'y est toujours opposé. Elle finira finalement par se lier d'amitié avec d'autres artistes tels que Yves Tanguy ou encore Juan Miro. Elle nouera aussi d'ailleurs des amitiés très fortes avec Marcel Duchamp, l'architecte Le Corbusier ou encore le poète Ruth Ventoux. Mais c'est vraiment aux États-Unis que sa carrière artistique va vraiment commencer à prendre de l'ampleur. Déjà, elle commence à interroger autour de la maternité, de la féminité ou encore de l'espace domestique. Mais elle va rapidement aussi lâcher les pinceaux pour la sculpture, de marbre, de cire, de latex, et notamment avec ses formes longilignes qu'elle finira par appeler personnages, un moyen pour elle d'exorciser son habitation aux États-Unis. Elle n'a vraiment que de cesse que de placer sa vie personnelle au centre de sa création. Sa création devient alors un vrai exutoire, presque une psychanalyse qu'elle fait à travers ses différentes créations. Dans les années 70, et ces questions de maternité, de féminité, finalement, qui était déjà présent au sein de son travail, commence à prendre de plus en plus d'importance et de plus en plus visible. Et c'est ce qui va au final lui donner de plus en plus de reconnaissance dans le milieu artistique. L'art de Louise Bourgeois est aussi un lieu où sont montrées les pulsions sexuelles et sont aussi sublimées à travers son art. Louise Bourgeois décédera à 98 ans en 2010. Enfin, nous avons le travail de l'artiste et réalisateur canadien Denis Villeneuve. C'est un artiste cinéaste canadien de plus en plus reconnu aujourd'hui à Hollywood, depuis notamment Un 32 août sur la Terre, Maelstrom, À suivre. Polytechnique, Incendie, La mort, c'est jamais la fin d'une histoire. Prisoners, I know you know where they are. Ennemi, Sicario, Premier contact, Vous me faites confiance? Blade Runner 2049, There's still a page left. et enfin, aujourd'hui Dune. C'est un cinéma de 2019 qui est assez particulier puisqu'on est ici sur une mise en scène pure. Chacun de ces films est en réalité une plongée dans un monde qui va devenir un vrai terrain d'expérimentation pour lui. Un travail de la photo, du design sonore, du montage, de la musique assez riche qui vont contribuer à se faire de ces films de véritables expériences sensorielles qui vont parfois frôler l'abstraction. Au final, il va travailler son cinéma un peu comme une symphonie. C'est un véritable cinéma qui est un peu à part qui nous est présenté. Mais Villeneuve, il a aussi un talent indéniable de narrateur.
une maîtrise claire de ses rouages. Par exemple, celui du suspense dans Prisoners et Sicario, celui de l'émotion dans Premier Contact et Incendie. Le cinéaste s'est donc lancé dans un apprentissage des règles et des genres. En 2014, par exemple, Enemy propose une esthétique sans doute très particulière. Le film est mystérieux et propose une énigme à résoudre sur la question du double. Le double est très important et nous y reviendrons à très nombreuses reprises. Le film est bourré de symboles. C'est un long métrage qui traite de la fidélité dans le couple, mais aussi de la fatalité. Donc on a alors ici une atmosphère qui est pesante, presque effrayante et qui est assez éloignée des différents longs métrages qu'il a pu réaliser. On est ici plus proche d'un Rosemary Baby, avec une ouverture qui s'ouvre sur un panorama comme ça qui dévoile une ville étouffante, suintante, et qui se termine d'ailleurs par la superposition d'un titre en grosses lettres, et non pas rose comme chez Polanski. On a la ville qui est recouverte de ce voile jaunâtre, de Toronto, qui nous fait penser alors à la photographie presque celle d'un David Fincher, ou encore d'un Jean-Pierre Jeunet, un coloris qui donc donne un aspect malade au personnage, et va accentuer notamment les doutes sur la santé du personnage principal d'Adam, joué ici par Jake Gyllenhaal. Nous avons aussi cette scène d'ouverture où on a des femmes masquées, mises en scène devant un groupe d'hommes qui s'adonnent à l'onanisme comme ça, une sorte de clin d'œil à Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. On joue aussi avec le vrai et le faux, on explore l'inconscient. Et d'ailleurs, dès le début du film, est cité José Saramago, un écrivain, qui nous dit que le chaos est un ordre qui n'est pas encore déchiffré. Cette phrase apparaît et s'ancre dans notre tête pendant les 1h30 et vont nous faire comprendre qu'il va falloir bien s'accrocher et relier les morceaux afin de comprendre la narration de Denis Villeneuve. Mais évidemment, ici nous allons essayer de mettre beaucoup plus de relations et de liens que l'on peut avoir avec le travail, en l'occurrence de Louise Bourgeois. Commençons par exemple avec une œuvre qui est la série d'ensemble de femmes maison qu'elle a fait entre 1945 et 1947. C'est une rencontre assez inattendue puisqu'on va avoir à la fois des objets organiques qui vont se mêler comme ça à des éléments architecturaux. Des corps qui sont alors sinueux et qui se métamorphosent en maison, en architecture rigide, qui sont alors un symbole du foyer, de la sphère privée, mais aussi, à l'époque, au genre féminin. Effectivement, la femme telle qu'elle est perçue traditionnellement était donc au centre du logis, le noyau de la structure familiale. Et au-delà ici de Louise Bourgeois qui cherche à faire une revendication féministe qui semble assez évidente, elle s'autorise cette juxtaposition avec quelque chose de plus positif, l'image de l'enfance, le souvenir heureux de l'enfance. Évidemment, chez Louise Bourgeois, il y a aussi son lot de malheur, puisque c'est en partie lié à ses souvenirs et son traumatisme de l'adultère de son père avec sa gouvernante anglaise Sadie. Bon, cette femme maison, ici, représente une femme inconsciente d'elle-même, puisqu'elle est toute nue, elle ne le sait pas. Elle est toute nue et elle ne sait pas qu'elle est nue. Bon, c'est possible ça. Elle est partie dans un pays où elle a besoin de reconstituer et de collectionner et de serrer de près d'elle une maison vide. Alors cette petite main qui est comme ça veut dire « venez à mon secours, il y a quelque chose qui me fait mal, je souffre dans cette situation ». Alors, cette main comme ça qui dit « S'il vous plaît, ne m'oubliez pas, venez me chercher, parce que j'ai le mal du pays. » Alors ici, il y en a 3. Là, il y en avait une, maintenant il y en a 3. Ça, c'est évidemment une maison tragique. C'est une maison tragique, pourquoi? Parce que c'est pas éclairé, on ne sait pas ce qui se passe, la porte est très noire. Et puis alors, cette femme, regardez ses jambes. Cette femme est inconsciente d'elle-même. C'est évidemment quelqu'un de très érotique qui ne sait pas qu'il est érotique. Oh, ça va mal. Et alors qui dit « venez me chercher et venez me rescaper de l'éroticisme ». C'est possible, voilà, c'est ça mon interprétation. Ça, parlant d'Azizani, ça c'est une maison du Sud. C'est une maison institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une courthouse. Et courthouse, c'est là où tous les gens se disputent, ça c'est un fait. Par conséquent, c'est une chose très tragique. Et encore, il y a les ailes là qui vous disent « essayez de venir à notre secours, essayez de mettre la paix dans le courthouse ». Vous voyez que c'est très ambitieux de mettre la paix dans une courthouse. Très ambitieux. Alors ça, au lieu d'être ambitieux, c'est quelqu'un qui s'est résigné et qui
Kit at peace, c'est femme, c'est une femme. All these are, I am a woman, so I talk about women. I don't talk about the subject I don't know. Et alors, il y a une maison là, il y a une belle maison. Toutes ces maisons sont belles, il y a une belle maison. Et elle supporte sa maison, elle ne s'est pas détachée de sa maison, et pourtant elle est résignée. Ici, toutes ces petites femmes sont comme ça, hein. Pas de blague, ce sont des femmes qui combattent. Mais là, il y a une espèce de breakdown of something, et la femme est résignée. Ça a été une partie, à une certaine époque, dans les années 70. J'étais un peu découragée, et voilà, j'étais résignée. Et puis après, j'ai repris du poil de la bête, et puis j'ai recommencé à combattre. Le film suit lui Adam, un professeur introverti et mélancolique dont la vie est bouleversée lorsqu'il va rencontrer son sosie. Un personnage plus séduisant, plus sûr de lui et marié qui plus est. Une version améliorée d'Adam. Il va alors le traquer et remarquer des similitudes assez terrifiantes avec lui. On va s'interroger, quel est le lien entre Anthony et Adam? La réponse que nous donne Denis Villeneuve, c'est que c'est un homme qui décide de quitter sa maîtresse pour revenir vers sa femme, et donc on voit l'histoire depuis le point de vue de son subconscient. It's a very simple story. It's a man who decides to leave his mistress to go back to his pregnant wife, and we see the story from his subconscious point of view. So it's like really a surrealistic movie, and it's a thriller. Et au fur et à mesure que l'on voit le film, on peut se dire qu'Anthony est vraiment cette projection du subconscient du protagoniste, une projection de ce qu'il désirerait être. Anthony et Adam ne seraient alors qu'une seule et même personne. La conversation que le professeur a avec sa mère va dans ce sens. Elle lui fait prendre conscience qu'il devrait arrêter d'être infidèle et se cramponner à sa carrière d'acteur. Ici, l'infidélité revient constamment. Telle que cette infidélité de père de Louise Bourgeois qui revient constamment au sein des œuvres. Et ici, à chaque fois que l'on est face à Marie, la maîtresse du personnage, et Hélène, sa femme, nous sommes souvent au niveau du foyer. Celle-ci ne semble même pas quitter la sphère du foyer. Et c'est le personnage d'Anthony / Adam qui fait les déplacements au sein de la ville tortueuse, et comme ça on va revenir à Arachnéide. La fin du film, d'ailleurs, avec l'accident avec le personnage d'Anthony et Marie, qui est donc la maîtresse, suggère une mort symbolique du double d'Adam. Il se rend compte que l'ennemi de lui-même, c'est lui-même. Il a peur de l'engagement, des espoirs déçus, des frustrations qui vont le pousser à fantasmer une vie et donc à être infidèle envers sa femme. Ce qui lui fait réaliser ceci, c'est bien sûr sa mère, et la figure de la mère reste la figure centrale et primordiale du travail de Louise Bourgeois. Son œuvre la plus connue, Maman en 1999, est une immense araignée longiligne. Dès les années 90, cette figure de l'araignée apparaît, et toujours figure maternelle. C'est l'araignée qui tisse sa toile, de la même manière que la mère de l'artiste qui tissait alors lorsqu'elle restaurait les différentes tapisseries. C'est donc pour Louise Bourgeois un animal éminemment positif. Elle le dit, elle l'écrit lors de ses dessins, sa mère, c'est sa meilleure amie. Elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. Puisque, au final, l'araignée est aussi un objet phobique, qui peut devenir la métaphore de la femme qui attend dans sa toile les victimes masculines prises au piège pour les dévorer. Là, on a plusieurs thématiques qui reviennent. Déjà, la mythologie des trois parcs, qui file le destin, ou Arachné, la jeune fille grecque experte en art du tissage qui est transformée par Athéna et qui est jalouse d'elle et la transforme en araignée. Il y a une certaine caractérisation de l'insecte ici qui est présente, et Louise Bourgeois en donne aussi certaines qui sont assez terrifiantes. Mais au final, cette araignée qui emprisonne les hommes est très présente dans le film d'Ennemi. Puisque Adam, ici l'homme, va se faire emprisonner par les femmes, avoir ce sentiment d'emprisonnement par les femmes, qui, vous allez voir, est toujours représenté au final par la figure de l'araignée. L'araignée est très présente dans le film. Dès l'affiche, elle est présente dans la tête du personnage, surplombant la ville. La ville étant alors cette toile qui repiège notre personnage. Denis Villeneuve, qui n'a jamais vraiment donné d'explication, a toutefois suggéré qu'évidemment, il s'inspirait de cette mythologie. La mythologie symbolique de l'araignée, patiente, persévérante, malice, mais aussi de tromperie. Donc si elle est associée aussi à l'emprise qu'exercent les femmes sur la vie d'Adam, le personnage de Jake Gyllenhaal se sent lui constamment embourbé dans cette toile d'araignée. L'arachnide apparaît à 4 reprises dans le film et est toujours associé à les femmes.
particulièrement à Hélène, son épouse, et à sa mère. Elle apparaît pour la première fois dans le club érotique, au début du film. Une jeune fille est dénudée et apporte à Adam une araignée sur un plateau d'argent, avant de vouloir l'écraser avec son talon aiguille. Plus tard, Adam va faire un rêve, dans lequel il va marcher au plafond d'un couloir dans lequel va apparaître une femme nue, dont la tête serait celle d'une araignée. Au milieu du film, c'est une arachnide géante qui couvre la ville, et ici les pattes sont disproportionnellement longues, et c'est celle qui est la plus proche du travail de Louise Bourgeois. Et on va le voir, c'est parce que c'est celle qui se rapproche de la mère. Enfin, à la conclusion du film, et on va revenir sur celle-ci, c'est une araignée géante qui prend la place d'Hélène pour montrer la crainte qu'elle a envers Adam. L'araignée représente les femmes qu'entoure Adam, ou en tout cas, c'est Adam qui les représente comme ça. Les deux premières araignées sont le symbole de son infidélité. Elles sont faciles, offertes sur un plateau d'argent, mais fatales. Le plomb avec l'araignée géante est donc apparition juste après la rencontre avec sa mère. Juste après que on ait l'image en fait d'un contrôle maternel sur sa vie. En tout cas qu'il ait ce sentiment. Le film tout entier commence par un appel de sa mère auquel le personnage principal refuse de répondre et se termine de la même manière. La mère ouvre le film et le ferme. Tu es mon fils unique, je suis ta seule mère. Tu as un travail respectable, je pense que tu devrais arrêter cette lubie d'être acteur dans des films de bas étage. Celle-ci dit à Adam et à Anthony qu'au final ils ne sont qu'un de toute manière et qu'il va falloir arrêter d'être infidèle et de reprendre le dessus sur sa vie. Au sein de cette discussion, la mère et d'ailleurs semble être un artiste. On la voit au sein d'un atelier où de nombreuses peintures apparaissent. Peut-être même une représentation de Louise Bourgeois. Au-dessus d'elle, nous avons un lampadaire qui représente comme ça une sorte d'araignée en suspension au-dessus de la tête. C'est donc cette même maman qui semble prendre vie au milieu, ici, du centre-ville de Toronto, mais aussi peut-être en clin d'œil à Cronenberg et à son film Spider en 2008. La mère est donc omniprésente, mais aussi la mère, non seulement pas que génitrice, mais comme épouse, puisque la femme de Adam / Anthony est aussi enceinte. Pour la dernière apparition de l'araignée, viennent de mourir dans un accident Anthony, sa projection inconsciente, et Marie, sa maîtresse. Il veut revenir donc vers sa femme et arrêter d'aller dans les clubs. À partir du moment où il retrouve la clé de celui-ci, il a envie d'y retourner le soir même. Il brise la promesse de revenir fidèle, et alors, Hélène est transformée sous forme d'araignée apeurée. L'araignée devient vraiment une allégorie de la peur, et devient pour Adam ce lien, cet empêchement qu'il a vis-à-vis de sa femme. La toile est alors présente tout le long du film, que ce soit cette ville même, que ce soit les nombreux câbles tendus au sein de celle-ci, ou encore le pare-brise de la voiture brisé en forme de toile, le tableau du professeur d'histoire, les différentes araignées, les éléments de décor, tout rappelle ce motif. Et les plans les plus longs vont laisser, eux, au spectateur, le moyen de tisser sa propre toile afin d'étudier les différentes potentialités de l'histoire. Mais au final, le personnage joué par Jake Gyllenhaal est piégé dans cette toile. Il a ce sentiment d'être oppressé. Il le sait, il est incapable de rester fidèle. Et donc, à la fin du film, les événements vont se répéter une deuxième fois. Et font écho à la citation dite en début du film, lorsque Adam donne des cours d'histoire, où il explique que toutes les tragédies du monde arrivent deux fois. La première fois, elle apparaît dramatique, mais la seconde fois semble être une farce. C'est une des raisons pour lesquelles Adam semble sourire à la fin du film. Il connaît son ennemi, il connaît les raisons et les accepte. Le personnage est alors un adultère et il le restera. Et donc cette figure de l'adultère, évidemment pour Louise Bourgeois, c'est son père, qu'elle voyait comme un parfait coureur de jupons. On le retrouve ici, ce personnage, au final, chez les caractéristiques de Adam, qui, comme ça, passe de club en club. C'est une source d'inspiration pour Louise Bourgeois, la destruction du père. Elle démolit cette figure paternelle au milieu d'une cave recouverte de mamelles et de phallus dans une sorte de festin cannibale. Ce qui nous fait penser donc à la scène du club en ouverture du film de Denis Villeneuve. Bourgeois fait une créature monstrueuse, un sphinx doté de 2 paires de seins et qui a la tête coupée. Alors c'est ça que vous voyez dans mon travail, c'est ça. C'est pas explicite. Moi je suis explicite ici, sans ça peut-être vous comprendriez pas, mais ça c'est mon travail. Ça a été The Destruction of the Father. Parce qu'il s'était moqué de moi avec tellement de cruauté,
j'ai fait beaucoup de pièces qui représentent la destruction du père. Ça, c'en est une. Maintenant, c'est au musée, tout ça, on en a bien pris soin de façon à ce que cet événement est entré dans l'histoire. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était une histoire vraie. C'est ça la question, c'était une histoire vraie. Alors, puisque moi j'ai été démolie par mon père, pourquoi est-ce que je démolirais pas les autres? C'est ça, c'est une espèce de conversion. Alors je prends un animal qui est vraiment un animal masculin, vraiment un animal masculin. Pour me moquer de lui, je lui donne des seins. Puis après lui avoir donné des seins, bah, je lui donne une deuxième paire de seins, pourquoi pas. Et puis après, eh bien, je lui coupe la tête. C'est une forme de taquinerie. Comme j'ai été taquiné, tu m'as taquiné, je vais te taquiner. Enfin, cette opposition qui est présente chez l'artiste, on la retrouve aussi chez le protagoniste principal, puisqu'il se divise entre d'un côté Adam et de l'autre Anthony. La personne consciente et la personne inconsciente. Le personnage fidèle est celui qui veut le redevenir. Donc c'est une vraie dualité qui se retrouve à la fois chez Bourgeois dans cette opposition qu'il y a dans les genres et dans son exutoire personnel. Ainsi, l'œuvre de Denis Villeneuve, en plus d'emprunter la symbolique arachnéide, inconsciemment, il récupère cette dualité qui traverse toute l'œuvre de Bourgeois, le masculin, le féminin, l'amour, la haine, la fidélité, l'adultère. Nous sommes face ici à une artiste femme qui sculpte la matière et un artiste homme qui sculpte l'image. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, restez créatifs. Au revoir. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouhou. Ouhou. C'est ça. C'est ça, c'est ça.